Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le nombre de personnes infectées par le coronavirus continue d'augmenter en Haïti. Le bilan national s'établit désormais à plus de 4300 cas confirmés et 73 décès selon les derniers chiffres publiés par les autorités sanitaires. Énième pénurie de gasoline dans la capitale haïtienne. Entre les stations-service à court de carburant et les files d'attente interminables, il est très compliqué de se ravitailler en essence ces derniers jours. La question de la date de la fin du mandat du président Jovenel Moïse est un faux débat selon l'ancien conseiller électoral Ricardo Augustin. Plus de 110 nouveaux cas de coronavirus et 3 décès ont été recensés samedi selon les données fournies par le ministère de la Santé. Le bilan national s'établit donc à 4309 cas et 73 décès depuis l'introduction de la maladie dans le pays le 19 mars dernier. L'Ouest reste en tête des départements les plus touchés devant l'Artibonite et le Centre. Delma, Port-au-Prince et Pétionville, dans cet ordre, comptent le plus de malades. Il faut toujours rappeler que ces chiffres peuvent changer à tout moment. Le monde s'achemine vers une crise financière après l'épidémie de Covid-19, selon l'analyse de l'économiste Kessner Farrell. Les banques sont dans une situation délicate face à des débiteurs qui sont souvent en incapacité de les rembourser, alors que le spectre d'une seconde vague de coronavirus plane sur les États-Unis. La crise est d'abord sanitaire, donc c'est le numéro 1. Qui provoquait à cause de blocage, arrêt qui fait l'économie, une crise économique. Troisième partie, c'est la crise financière. Là. Est-ce qu'on est là? Pas encore, parce qu'on connaît que à travers le monde, pas seulement en Haïti, les banques centrales ont intervenu considérablement. Donc lorsqu'il y a pour de l'argent concernant l'économie, on a caché, on a dit qu'il péché. Mais un jour, il faudra quand même qu'on fasse les comptes. Pourquoi aujourd'hui on pense aux banques? Parce que pas oublier que la mi-temps producteur avec consommateur. Donc, bon, liaison qui fait. Donc, si on y a la monde qui prête l'argent, pas qu'à remettre, bien que banque prête, ça c'est incapacité de remboursement. Depuis qu'on banque prête l'argent, il faut l'assurer que l'argent a tourné la table. Pas oublier, c'est pas l'argent pas lié. C'est l'argent nous-mêmes que nous épargnons en quelque sorte. Donc oui, on en parle et ça va faire mal, ce qui signifie que c'est à ce là qu'on y a là, comment éviter cette crise financière. On ne retourne pas au confinement, une deuxième vague qui a pointé à l'horizon aux États-Unis, les États du Sud en particulier, que les North Carolina, South Carolina, la Floride, le Texas, Arizona, je vous dis à Cairo a augmenté de plus en plus. C'est une bataille qu'on y a là entre les gouverneurs et le président Trump, parce que le président Trump connaît que s'il fait l'économie en confiné encore, c'est fini pour le mois de novembre, parce que nous avons un gros date en novembre, côté ces élections qui gagnent. Donc il n'y aura pas de confinement et au dit là, c'est des fois difficile. On mourit de coronavirus là ou bien on mourit de grand goût. Donc c'est des situations difficiles. L'Amérique a trouvé presque le même cas des pays comme Haïti, avec des pays africains. L'homme des gens pour confiner tête et c'est dans la rue que la vivre. Il n'y a pas de gouvernement qui a porté l'argent pour lui chaque mois, qui balle l'argent. Donc ce qui signifie que c'est important. Actuellement, du côté de la République dominicaine, on connaît la phase 3. Pendant que phase 2, la situation a dégradé en République dominicaine. Le docteur Pape a attiré attention à nous. Le fait que les Haïtiens aujourd'hui n'ont pas de travail en République dominicaine, ils n'ont pas d'argent, il y a un chiffre même de 30 000 Haïtiens qui traversent les frontières. Donc, on imagine que, je cite le docteur Pape, c'est 10% qui traversent cette maladie. 10%, ça boit à peu près 3 000, qu'on y a multiplié par 3 à 5. Donc, le principe des vases communicants. Donc, on voit comment que le virus, ça, c'est tête chargée que la balle de manière considérable. Donc, nous, partager il avec la République dominicaine et les chiffres sont là. Dominicain d'État, c'est déjà des cas près de 10 fois par an. Il y a plus de monde qui mourent tout. Mais aujourd'hui, nous sommes capables de subir également une vague qui vient de la République dominicaine, surtout que la République dominicaine, situation économique par là affectée et que les Haïtiens vivent de manière informelle, qui est capable de tourner par ici là. Donc, ce n'est pas une situation facile dans les prochains mois. Il faut prendre ça très au sérieux.
Des citoyens de la capitale ont exprimé leur ras-le-bol par rapport à la rareté de carburant constatée ces derniers jours sur le marché local. Dans plusieurs stations de service, de longues files d'attente sont remarquées. Certaines personnes interrogées affirment que les responsables des pompes à essence font le marché noir et beaucoup d'autres, en particulier ceux qui sont munis de galons jaunes, se livrent à une opportunité d'affaires une fois de plus. Partout où il y a une distribution de gasoline, que ce soit à Delmas, Pétionville ou au centre-ville, d'énormes bouchons sont constatés. Rudolf Pierre-Louis a sillonné divers endroits de la capitale ce lundi. Suivez son reportage. Nous assistons à un nouvel épisode d'une histoire qui ne cesse de se répéter périodiquement et à chaque fois, le cours de la vie nationale en est perturbé. Nous faisons donc face à une nouvelle rareté des produits pétroliers. À Pellerin 2, où se situe une station de service, à chaque pénurie, c'est le même tableau. Des mesures ont pourtant été prises pour que la distribution de l'essence s'effectue le soir, mais elles semblent ne plus être en vigueur. Que ce soit en montant vers Kinskov ou en descendant vers Pétionville, cette station semble être la seule à disposer de gasoline, ce qui provoque un embouteillage monstre. Certains chauffeurs de transport en commun n'ont pas le choix, alors que ceux des véhicules privés contournent le bouchon en passant par Montagne Noire. Colère, frustration, bousculade, comment mieux décrire la situation dans cette station de service située à Nazon? Des chauffeurs de taxi de tap-tap sont mécontents et le font savoir aux pompistes. Ils ont besoin de carburant, mais toutes les pompes sont fermées. En revanche, ils sont convaincus que certains individus bénéficiant de passe-droit n'ont aucun problème à se procurer l'essence tant recherchée. Un peu partout dans la capitale, les galons jaunes sont visibles. On les voit derrière les motocyclettes entre les mains de citoyens. Ce sont les signes d'une rareté de carburant, pourrait-on dire. Leur vente est une occasion pour certains de se faire de l'argent. D'un autre côté, il y a des pompes à essence où l'on n'observe aucune affluence. La raison en est simple, seul le diesel est disponible en quantité sur le marché. Mais la gasoline est quasiment introuvable. Il y a un pile moto campé là pour faire bagay gaz là. Nous pas ka joindre gaz pour nous travailler. C'est même bagay là, me descend en bas la ville, même bagay là. Pas de gasoline et diesel seulement moun yo vend. Yo dit nous li gen pour monter yo poko monte cause pas gen, nous pas ka konn s'il monter parce que depuis gen, et laisse nous va connaître s'il monte vrai, mais pas gen du tout. Malgré les annonces rassurantes du gouvernement concernant l'arrivée à partir du 9 juin de 150 000 barils de diesel, 200 000 barils de gasoline et 40 000 de kérosène, la rareté constatée en fin de semaine dernière persiste. Alors que les autorités tentent de calmer le jeu, il est trop tard, semble-t-il. Dans plusieurs pompes à essence de la capitale qui disposent encore de la gasoline, les mêmes scénarios de l'année précédente reviennent dans l'actualité. Mais y a-t-il quelque chose de nouveau? Les fameux galons jaunes, un véritable casse-tête pour pouvoir s'approvisionner, qui plus est, le marché noir se mêle de la partie. En 2019, rappelons-le, cette situation a été le prétexte utilisé par de nombreux citoyens pour relancer la mobilisation antigouvernementale. En 2020, est-ce le cas une fois de plus? À quoi doit-on s'attendre dans les prochains jours? Un fait est certain, la rareté du carburant affecte tous les secteurs de la vie nationale. Elissi Lassin et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. À Bois-la-Ville, deuxième section communale de Petite-Rivière de l'Artibonite, les groupes armés continuent de terroriser la population.
Lors des derniers affrontements, le week-end écoulé, plus de 15 personnes ont été tuées et environ 10 maisonnettes ont été incendiées, selon la mairesse adjointe de la commune, Marie-Jacqueline Ozil. Jointe au téléphone par Métropole lundi, elle souhaite l'intervention des forces de l'ordre. Première et deuxième section, commune Petite Rivière, il y a une base, il y a des bases d'Angui, divisées par Haute-Bas. Et puis, dans les bases Sinébri, divisées par Sinébri, pour faire coalition avec barrage contre Balsatien. Et bien, depuis vendredi, samedi, c'est un affrontement entre Montayo. Environ 15 personnes qui mourent et il y a une dizaine de cas qui sont. Donc, ça la cause. Il y a un pile monde qui a arrêté dans la zone, de déplacer, de gagner dans toute ville de Petite Rivière. Et bien, ça qui caché, qui n'a marron, et ça même. Nous, par contre, côté, oui, et comme sa situation, ville Petite Rivière lui-même, la ville, non, la trouble, parce que nous, pas de policiers. Petite Rivière sont ville qui traitent en parent pauvre, qui n'a pas aucun policier, peut-être, qui ont 3 ou 6, avec commissariat, mais qui ne peut pas défendre rien pour la commune. Nous faisons des marches, nous ne pouvons pas demander pour envoyer nos cortèges pour venir des villes. Nous ne pouvons pas demander pour envoyer dans Goumé avec Bandi, mais au moins, centre-ville a une sécurité, nous sommes capables de vivre avec plus qu'imposé. Actuellement, je dis, il y a un quartier où nous ne pas prendre la rue parce qu'ils ont peur d'être en train de mais nous avons vu, ça veut dire que nous avons vécu dans une Pérez, notamment pour DDA, pour les responsables, pour être capable de voyer un cortège pour venir. Pas pour poser en paix. Il y a un peu d'innocent qui paye pour coupable. Moi-même, j'ai été Petite Rivière. Même si je m'ai regardé sur les réseaux sociaux, comment il y a pu chier. J'ai un garçon, ça a fait les pantalons chirés. C'est lui qui n'a pas signé qui contre qui sa action grand griffe l'a fait. Il y a même un pour empêcher ce peuple à souffrir en série de bagailles. Donc, c'est lui-même qui a été tué. Et bien, à cause de tuer, ça fait partisans, ils ont campé sous pied. Donc, ça fait, ils ont vu tirer revanche. Et ça fait partie grave. Si je dis à m'apprendre que toujours un bagaille, toujours dans la zone. La question qui agite le monde politique depuis quelque temps, juristes et constitutionnalistes confondus, est celle de la durée du mandat du président Jovenel Moïse, ou plus exactement de la fin de son mandat. 2021 ou 2022. Deux écoles s'affrontent avec force, argument, et chacun est persuadé d'avoir raison. Pour jeter peut-être un éclairage nouveau sur cette question, nous avons avec nous ce soir le docteur Ricardo Augustin. 2 mots de présentation. Le docteur Ricardo Augustin est docteur en sciences politiques et relations internationales, licencié en droit et, accessoirement, ancien membre du Conseil électoral de 2015. Bonsoir, docteur Augustin, et bienvenue à Métro News. Bonsoir, Serge. Bonsoir à l'auditoire de Radio et Télémétropole. Voilà, donc, docteur Augustin, vous avez pris parti dans ce débat avec un article extrêmement bien construit et argumenté. Est-ce que vous pouvez nous résumer rapidement les points forts de votre argumentation? Eh bien, j'ai pris la décision d'écrire cet article après avoir lu la production de 2 éminents juristes sur la question. Et quand j'ai lu leur article, leur argumentaire, j'ai senti qu'il manquait quelque chose et que je n'étais pas moi-même très convaincu de la démarche utilisée pour parvenir à cette conclusion que le président doit partir en 2017. C'est ainsi que... 2021, pardon. Et donc, je me suis dit, donc, il faudrait que j'apporte aussi ma contribution, vu que
que le débat enclenché avait une allure, je dirais, scientifique et universitaire. Et c'est ainsi, bon, c'est mon domaine, c'est ma formation, c'est mon champ de compétences. Et c'est ainsi, j'ai trouvé que ce qui manquait à ces juristes était une analyse plus approfondie des faits. Et c'est ainsi que, suite à cette analyse, j'ai pu parvenir à la conclusion que le président devrait partir le 7 février 2022. Donc, les faits, c'est qu'en 2015, on a enclenché un processus électoral qui prévoyait plusieurs élections législatives, élections présidentielles, élections pour les collectivités territoriales et locales. C'est ainsi donc le 9 août, on avait eu l'élection législative et le 25 août, on avait eu cette élection générale, le deuxième tour des législatives du 9 août, l'élection présidentielle premier tour et puis les collectivités. Il s'en est suivi que par la suite, on n'a pas pu avoir le second tour de la présidentielle. Et donc, on connaît tout ce qui s'est passé par la suite. Le processus a dû s'arrêter en chemin. Dans l'entretemps, le mandat du président Martelly est arrivé à terme. Le président Martelly devait donc laisser le pouvoir. Le Parlement a donc élu au second degré le président du Parlement d'alors, Jocelyn Privert, donc qui est parvenu à la suprême magistrature de l'État. Et c'est ainsi que, suite à un accord politique, il a été instauré un conseil électoral provisoire, un nouveau conseil électoral provisoire, avec pour mission de poursuivre le processus enclenché en 2015. Cependant, avec toutes les tergiversations qui ont eu à l'époque, une commission a été créée par le président Jocelyn Privert et la commission avait recommandé la reprise totale des élections, l'annulation totale des élections. Et c'est là, je vous arrête une seconde, parce que c'est là le point nœud de l'affaire. Tout à fait. Donc en 2015, les élections ont lieu, elles ne peuvent pas se poursuivre naturellement pour diverses raisons. Par la force des choses. Par la force des choses. Un président provisoire est élu de manière un petit peu inconstitutionnelle, il faut bien le reconnaître, et à l'haïtienne peut-être. Bon, Jocelyn Privert est nommé président et au lieu de reprendre le processus de 2015, il décide d'annuler purement et simplement l'élection de 2015 et de recommencer à zéro. C'est bien ça? Pas tout à fait. L'annulation a été en partie. C'est seulement la présidentielle qui a été annulée. Et ça, c'est un point important à souligner. C'est fondamental. C'est fondamental et c'est là tout le débat. D'accord, d'accord. Parce qu'ensuite, évidemment, nous allons revenir très rapidement sur le cas des élections sénatoriales. Parce qu'il y a eu une décision de caducité qui a été prise, sur quelle base. Ça avait fait beaucoup de bruit aussi à l'époque, des bagarres même au sein du Sénat, vous vous en rappelez. Ok, donc nous sommes en 2016. Le président Privert décide d'annuler l'élection présidentielle et de recommencer à zéro. Bien. C'est là que Madame Maniga sort son argument massu, et son argument massu est que, je recherche la citation exacte, je l'avais pourtant souligné, l'annulation d'un événement n'affecte pas sa nature, sa réalité, ni ses conséquences. C'est ça le fondement de l'argumentation de Mme Maniga. Je répète, l'annulation d'un événement, en l'occurrence les élections présidentielles, n'affecte pas sa nature, sa réalité, ni ses conséquences. Donc pour elle, annuler ou pas, les élections ont commencé en 2015 et auraient dû aboutir en 2016 et au début du mandat du président Jovenel Moïse. Et c'est là mon désaccord avec le point soulevé par la constitutionnaliste Mme Mirland Maniga. L'annulation d'un acte, en principe, entraîne l'anéantissement de l'acte
c'est comme si l'acte n'a même pas existé. Et ça, c'est élémentaire. C'est un principe élémentaire de droit, nous le savons. Et donc, l'élection présidentielle qui a eu lieu en 2015, en 2016, nous n'avons pas eu un second tour. Pour que cette argumentation tienne, il aurait fallu qu'on ait un second tour de la présidentielle, ce qu'on n'a pas eu. Au contraire, en juin 2016, un nouveau calendrier électoral a été publié et le calendrier a prévu 2 tours d'élection. Un premier tour en octobre, mais qui va avoir lieu en novembre suite au passage du cyclone Matthew, et un deuxième tour qui a été prévu le 8 janvier 2017. Le deuxième tour n'a pas eu lieu parce que le candidat Jovenel Moïse avait remporté les élections au premier tour. Donc, et donc, c'est clair. Donc, soyons clairs, je veux que tout le monde comprenne bien cet argument. Nous avons donc eu à 2 ans d'intervalle 2 élections présidentielles qui ont toutes les deux commencé par un premier tour. Un premier tour. Okay. C'est un processus régulier, je dirais. Et dans les 2 cas, le second tour n'a pas eu lieu. Oui. Pour le premier tour, suite à différents événements, et aux secondes élections, simplement parce que l'un des candidats avait gagné dès le premier tour. Dès le premier tour. Et c'est en 2017 qu'on a pu proclamer la victoire de ce candidat, et donc qui met fin à cette élection présidentielle en janvier 2017. Et votre argument consiste à dire 2017 plus 5, ça fait 2022. En effet, parce que nous sommes dans un processus régulier d'élection présidentielle où il y a eu un tour qui a été fait, un candidat qui a été élu, et l'article 134.1 de la Constitution de 1987 amendée a bien précisé que le président entre en fonction le 7 février. Et c'est ce qui a été fait, suivant son élection. Et c'est ce qui a été fait. Oui. Et donc, le 7 février 2017, le candidat Jovenel Moïse est élu président entre en fonction officiellement, et l'article 134.1 de la Constitution précise que le mandat présidentiel est de 5 ans et qui commence à partir du 7 février de la date de la prise de fonction du président de la République. Et donc, le 7 février 2022, c'est la date où le président doit normalement laisser le pouvoir. On a envie de vous dire, CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Mais, il y a quand même la question des élections sénatoriales qui ont fait beaucoup de bruit à l'époque. Est-ce que vous pourriez très rapidement retracer ce qui s'est passé et qui a abouti à une décision de caducité du Sénat, mais caducité du Sénat à partir de 2015. Alors, ce qui s'est passé, la Constitution est claire. En plus que la Constitution est contradictoire. Il faudrait l'admettre parce que la Constitution dit que le sénateur est élu pour 6 ans. 6 ans, 4 ans ou 2 ans. Mais c'est cette même Constitution qui vous dit le Sénat se renouvelle par tiers. Voilà pourquoi on a toujours demandé. Là, il y a un flou, on a déjà essayé. Et c'est ce qui a créé tout le problème. C'est ce qui a créé tout le problème. En fait, on aurait dû avoir, et c'est ce qu'on a eu, en 2015-2016, on a eu le renouvellement des 2 tiers du Sénat. Et donc, il y avait un tiers qui était déjà partant. Ensuite, il y avait un autre tiers qui est venu s'ajouter et qui devait partir. Donc, automatiquement qu'on a eu ces 2 tiers qui sont en principe partis, je ne sais pas si vous vous rappelez, Serge, on avait eu ces sénateurs qui devaient partir, mais qui avaient accepté un compromis avec le président de la République pour rester 2 ans de suite, poursuivre leur mandat. Et ça a été un consensus trouvé entre le législatif et le président de la République. Alors que la meilleure chose à faire, ça aurait été, comme étant législateur en fonction, ils auraient pu prendre un texte de loi pour fixer les mandats des élus et parlementaires. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont trouvé un consensus, un compromis avec le président de la République. Ils sont restés pour les 2 ans. Mais dans l'entretemps, l'autre tiers, 2 ans après, devrait aussi partir. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement. Donc, voilà pourquoi, moi je pense, et c'est l'une des positions que j'ai toujours maintenues et que je maintiens jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il nous faudrait une nouvelle constitution.
il y a trop de problèmes de grammaire, bon, trop de problèmes de sémantique, trop de contradictions au niveau de cette Constitution. Et puis sans parler de la Constitution de 87. Si vous permettez, c'est aussi l'objet de mon prochain livre qui va sortir, titré « Voter autrement, le vote électronique et au cœur de la réforme électorale et en Haïti ». Et je parle de réforme électorale parce qu'il y a tellement de points importants qu'il faudrait poser dès que cette réforme soit enclenchée. J'espère qu'on ne va pas mettre beaucoup de temps pour le faire et que d'ici l'année prochaine, qu'on pourrait mettre le train en marche pour réformer cette Constitution et résoudre ces problèmes qui a causé déjà trop de souffrance à notre société. Bon, je vous rappelle quand même très rapidement, entre parenthèses, que la Constitution de 87 prévoyait la formation d'un conseil électoral permanent et qu'aujourd'hui, en 2020, nous en sommes encore dans le provisoire. Dans le provisoire. Ah. Et on a amendé la Constitution. On n'a pas institué malgré tout le Conseil électoral permanent et on a même prévu un Conseil constitutionnel qui aurait pu résoudre ce problème que nous avons là parce que c'est l'unique instance qui a compétence pour trancher. Une personne ne peut pas trancher. On ne peut pas dire qu'une personne ou deux... Non, c'est des individualités qui peuvent avoir leur point de vue. Une personne ne peut pas représenter un conseil constitutionnel. Bien sûr. Mais c'est malheureux que jusqu'à aujourd'hui, nous ne prenons pas les décisions qui peuvent nous aider à mieux gérer ce pays. Bon, donc si j'ai bien compris, entre les élections sénatoriales et les élections présidentielles, vous ne voyez rien de commun entre les deux. C'est deux choses complètement différentes. Complètement différentes. Donc on n'a pas à s'inspirer de ce qui s'était passé aux élections sénatoriales pour en induire ce qui devrait être fait pas du tout. Sinon, ça aurait été de créer la confusion. Et justement, j'ai précisé également les erreurs de la transition qui ont invalidé la thèse que le président devait partir en 2017. C'est des erreurs qui ont été commises au niveau de la transition. D'abord, la Constitution n'avait pas prévu une transition longue. La durée maximale d'une c'est de 120 jours. Ou 120. 120 jours, l'article 149 de la Constitution. Deuxièmement, la Constitution n'avait pas prévu que les élections seraient annulées, une annulation d'élections. On avait annulé, justement, donc on est retourné à la case départ. Et troisièmement, la Constitution de 1987, même amendée, eh bien, avait prévu dans son article 134.2, si on était dans cet article, que le président, une fois proclamé et gagnant des élections, devrait rentrer immédiatement en fonction. Ceci n'a pas été fait. On a attendu la date du 7 février 2017 pour que le président rentre en fonction. C'est parce qu'on se croit, on sait qu'on est dans un processus régulier et pour pouvoir permettre à ce que ce président puisse accomplir ses 5 ans. Oui. Un point, c'est tout. Et il était prêt dès le mois de janvier. Il était prêt un mois avant. Oui, tout à fait. Et rien n'empêchait à ce que le président soit investi Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Vous terminez votre article sur une note qui fait presque peur. Hein, je vous lis. Je vous le concède. Ce débat n'est autre qu'un son de trompette qui annonce la prochaine crise, le prochain lock, les prochaines violences. Bon. Tout à fait, je pèse mes mots. Oui, je dirais presque que c'est une évidence. Mais est-ce que vous caressez l'espoir quand même, quelque part, que les arguments que vous avez mis en avant, vous et sans doute d'autres, vont finalement arriver à convaincre l'ensemble des spécialistes, entre guillemets, sur la validité de votre analyse, à savoir que il est évident que la fin du mandat du président Jovenel Moïse, c'est le 7 février 2022. Est-ce que vous avez cet espoir quelque part? J'aurais souhaité pouvoir convaincre tout un chacun et que pour le bien du pays. Maintenant, au cas où ce n'est pas le cas, que les gens ne soient pas convaincus, pour éviter cette annonce macabre que j'ai faite à la fin de l'article, que nous puissions basculer dans cette anarchie, eh bien qu'on puisse dialoguer et trouver un consensus autour de cette question pour éviter à ce pays de nouvelles souffrances. Le peuple a beaucoup trop souffert.
Non seulement le peuple a souffert, mais nous sommes aujourd'hui face à une crise majeure, à la fois sanitaire et économique. Et peut-être la question qu'il faudrait aussi se poser, peut-on, dans les circonstances actuelles, compte tenu de cette pandémie, de la catastrophe économique dans laquelle nous sommes, et qui va aller en s'empirant, ça ne va pas s'améliorer demain matin, nous trouvons-nous dans des conditions qui permettraient d'organiser des élections, c'est-à-dire faire campagne, comme s'il n'y avait pas de Covid, comme s'il n'y avait pas de crise économique? Non, ça, il faudrait toute une préparation pour ça. On ne peut pas organiser les élections du jour au lendemain. Moi, j'imagine l'année prochaine, l'année 2021, une année électorale. Donc, il va falloir que les acteurs politiques puissent se démontrer à la hauteur pour créer le momentum électoral et créer les conditions pour qu'il y ait des élections. Au moins, il faudrait entre 9 à 10 mois pour organiser des élections. Donc, c'est-à-dire, nous savons à quoi nous en tenir. Maintenant, il faudrait seulement une volonté politique et que les acteurs puissent faire preuve de transcendance pour que nous puissions parvenir à de meilleurs résultats. Nous avons déjà fait dans ce pays, nous avons déjà tout fait. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est construire ce pays. Nous devons nous y mettre. Et pour nous y mettre, il faut de la volonté, il faut un dépassement, il faudrait que les querelles de chapelle, on puisse les laisser tomber, laisser quelque part et se dire qu'aujourd'hui, l'ennemi, c'est la crise sanitaire, c'est la crise économique, et Haïti, c'est à nous tous, et c'est à nous de faire quelque chose pour sauver ce pays. Eh bien, docteur Ricardo Augustin, il ne me reste plus qu'à vous remercier infiniment d'avoir fait l'effort de venir jusque sur le plateau de Métro News. C'était un plaisir de vous avoir ici, à côté, avec la distance réglementaire. Sociale. Oui. Tout à fait. Merci de cet éclairage et j'espère que vos prédictions pessimistes ne se réaliseront pas et, comme vous venez de le dire, que la sagesse prévaudra et que, compte tenu des arguments en faveur de 2022 et compte tenu de la situation sanitaire et économique du pays qui rend pratiquement impossible l'organisation d'élections, que tout puisse se passer et que, comme vous venez de le dire, l'année électorale prochaine, ce soit l'année 2021 pour un nouveau président en 2022. Merci Serge, c'est exactement ça, je l'espère aussi, et j'espère que nous puissions parvenir à une solution à l'amiable pour le bien de tous, pour le bien du pays, pour le bien de notre Haïti chérie. Merci beaucoup docteur Augustin, merci d'être venu, bonne fin de journée. Voilà, c'était le docteur Ricardo Augustin qui venait développer les arguments qu'il avait utilisés et trouvés pour justifier de manière constitutionnelle la date de fin du mandat du président Jovenel Moïse, à savoir le 7 février 2022. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellente semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.